Barry White n'était pas seulement un chanteur, il était la véritable incarnation sonore du romantisme. Avec des succès comme Can't Get Enough of Your Love, Babe et You're the First, the Last, My Everything, il est devenu une icône culturelle, sa voix de velours définissant l'amour pour toute une génération. Mais derrière les disques d'or et les concerts à guichets fermés se cachait un homme parti de presque rien, qui a dû se battre pour s'élever avant d'affronter le chagrin, la maladie et des conflits familiaux qui ont assombri ces dernières années. Voici l'histoire du Walrus of Love et de la fin tragique que même ses plus grands admirateurs n'auraient jamais imaginée. En prison à 16 ans. L'histoire de Barry White ne commence pas dans un studio d'enregistrement, ni sous les projecteurs, ni même avec la voix lente et veloutée qui allait devenir sa signature. Elle commence à Galveston, au Texas, en 1944, dans un foyer modeste et incertain. Il naît Barry Eugene Carter, premier des deux fils de Sadie Marie Carter et Melvin A. White. Son père refuse d'épouser Sadie en apprenant qu'elle est enceinte, un rejet qui marquera profondément la perception qu'a Barry de la famille. Pour compliquer les choses, Melvin était déjà marié à une autre femme, ce que Sadie ignorait. Sadie donne à Barry son nom de famille, Carter, mais lorsque Melvin voit l'acte de naissance, il barre Carter et inscrit son propre nom, White. Un geste symbolique qui ne change rien dans la réalité. Melvin reste absent de la vie de Barry. Le garçon grandit sans lui dans le quartier de Watts, au sud de Los Angeles, un environnement marqué par la pauvreté, les opportunités limitées et la présence constante des gangs. Sadie, femme pieuse, travaille dur pour éloigner ses fils des ennuis. Elle remplit la maison de musique, non pas de rhythm and blues des rues, mais de compositions classiques de Beethoven, Mozart et Tchaïkovski. Le premier amour de Barry est le piano, qu'il apprend en reproduisant ce qu'il entend sur les disques de sa mère. À 10 ans, il chante déjà dans la chorale de l'église. Le dimanche, sa voix s'élève dans les hymnes, mais le reste de la semaine est tout autre. En dehors des murs de l'église, Watts est un endroit où les enfants grandissent vite. À 10 ans, Barry fait déjà partie d'un gang local. Il n'est ni le plus grand ni le plus rapide, mais il est audacieux, et cela le rend utile. L'école devient une cause perdue. Ses notes chutent et les professeurs voient peu de potentiel en lui. Les bêtises se transforment en délits mineurs, puis en crimes plus sérieux. À l'adolescence, Barry est profondément ancré dans la vie de rue. À 16 ans, il commet le crime qui changera sa vie, le vol de pneus de Cadillac d'une valeur de 30 000 $, l'équivalent d'environ 320 000 $ aujourd'hui. Les Cadillacs sont prisés sur le marché noir du quartier. Leurs pneus sont les plus recherchés. Barry et son équipe sont arrêtés et l'ampleur du vol garantit une lourde peine. Il passe 4 mois à la prison du comté de Los Angeles. C'est dans cette cellule étroite et résonnante qu'apparaît la première étincelle de transformation. Un jour, la radio diffuse « It's Now or Never » d'Elvis Presley. Barry dira plus tard qu'entendre la voix de Presley à cet instant l'a bouleversé. Quelque chose, dans cette chanson, lui a fait voir au-delà des gangs, au-delà du crime, au-delà du simple instinct de survie. J'avais 3 options, racontera-t-il plus tard dans The Barry White Story. Rester là et accepter la vie de prisonnier, me suicider ou me lever et essayer de faire quelque chose de ma vie, j'ai choisi la 3e option. À sa sortie, il tente de marcher droit, mais les ennuis ne l'ont pas encore lâché. Peu après, Barry est de nouveau arrêté, cette fois pour tentative de meurtre. L'accusation est grave. Un homme a été battu jusqu'au coma et Barry est suspecté. Il passe 15 jours derrière les barreaux avant que la victime présumée ne se réveille et affirme à la police que Barry n'y est pour rien. Toutes les charges sont abandonnées, mais cette accusation laisse des traces. La voix de Barry s'est approfondie de manière inattendue vers 13 ou 14 ans, passant presque du jour au lendemain d'un timbre juvénile à un baryton profond, celui-là même qui le rendra célèbre. « Ma mère a pleuré », confiera-t-il à Conan O'Brien des décennies plus tard. Elle savait que son petit garçon était devenu un homme. À l'époque, pourtant,
Cette voix n'était pas un billet pour le succès, juste une autre manière de se faire remarquer dans la rue. À 18 ans, l'avenir de Barry reste incertain. Le jour de son anniversaire, le premier jour de ce qui aurait dû être son année de terminale, il sèche les cours et marche jusqu'à Hollywood. Il s'arrête devant le siège de Capitol Records et reste là des heures, observant l'effervescence du milieu musical. Il ne sait ni lire ni écrire la musique, mais il sait qu'il veut faire partie de ce monde. « Je suis tombé amoureux de l'industrie musicale cette nuit-là », dira-t-il. « C'était mon signal d'alarme. » Le prochain tournant arrive vite. Peu après sa sortie de prison, un ami l'invite à une séance d'enregistrement. C'est sa première fois dans un studio professionnel et il est fasciné. Les consoles, les micros, le bourdonnement créatif. « J'étais accro », racontera Barry. « À partir de ce moment, je savais que je devais aller à Hollywood. Mais le chemin est encore semé d'embûches. Il n'a pas de diplôme au-delà de la seconde, pas d'emploi stable et aucun contact dans le milieu. Mais il a survécu à la rue, à la prison et à ce désespoir qui brise tant de jeunes avant même qu'ils ne deviennent adultes. La prison lui a donné, paradoxalement, ce dont il avait le plus besoin, la confiance en lui. Quand ils ont ouvert la cellule et m'ont dit que je pouvais enlever cet uniforme, je suis sorti avec une énergie nouvelle, dira-t-il. J'ai ressenti le plus puissant des sentiments, la confiance. Fragile, certes, mais suffisante. Peu à peu, Barry s'éloigne de son ancien entourage. L'église, autrefois refuge, redevient un espace de création. Il joue du piano et de l'orgue, chante et aide même à diriger la chorale. La discipline musicale lui offre ce que la rue ne pourra jamais donner, un avenir qui ne se termine ni en cellule, ni dans un cercueil. Il fait aussi un choix symbolique sur son identité. Né Barry Eugene Carter, il a grandi avec le nom de sa mère. Mais au moment d'entrer dans le monde de la musique, il décide d'utiliser le nom Barry White, reprenant le patronyme du père qu'il avait abandonné. Un geste à la fois de défi et de destin, et qui, pensait-il, sonnait comme le nom d'une star. Des années plus tard, Barry parle de sa jeunesse avec franchise. Il ne l'édulcore pas et n'évite pas les violences ni les erreurs. Je faisais partie d'un gang. On cambriolait des maisons, on volait des voitures, on affrontait d'autres gangs. J'aurais pu finir mort ou en prison à vie, admet-il. Mais ce coup de semonce, les pneus de Cadillac, la cellule, la fausse accusation de meurtre, est devenu la lame tranchante qui l'a libéré de son passé, de la cabine de production au symbole sexuel. La carrière de Barry White n'a jamais été une ascension fluide vers la gloire. Au début des années 1960, Barry enregistre plusieurs singles, une demi-douzaine au total, sous son propre nom et avec des groupes comme les Upfronts, les Atlantic et les Majestic. Aucun ne parvient à entrer dans les classements. L'amertume de ses échecs répétés le convainc, un temps, qu'il ne gagnera jamais sa vie comme chanteur. Pourtant, le studio d'enregistrement l'a déjà ensorcelé. Il est fasciné par le processus, la superposition des instruments, la mise en forme des arrangements, la magie qui transforme un son brut en disque fini. White canalise alors son énergie vers les coulisses du métier. Il devient découvreur de talent et producteur, travaillant avec plusieurs artistes noirs à Los Angeles. Son premier vrai succès arrive en 1972 avec le trio féminin Love Unlimited, dont le single Walking in the Rain with the One I Love, produit, écrit et arrangé par Barry, grimpe rapidement dans les charts. La chanson contient une voix masculine grave dans un échange téléphonique initialement enregistré comme simple piste de démonstration pour un autre chanteur. Mais un autre producteur insiste. La voix de Barry est parfaite. Ce baryton rocailleux et sensuel devient le cœur du morceau, qui se vend à plus d'1 million d'exemplaires. À partir de là, Barry comprend qu'il a peut-être encore une chance devant le micro. Surmontant le traumatisme de ses premiers échecs, il enregistre en 1973 son premier grand succès solo. I'm Gonna Love You, Just a Little Bit More Baby. C'est le début d'une série fulgurante,
2 albums par an alternant ses propres projets, et ce avec le Love Unlimited Orchestra, une formation de 40 musiciens. En 1974, cet orchestre décroche un numéro 1 avec l'instrumental somptueux Love's Theme. Ironie du sort, son premier tube vraiment indestructible ne contient aucune voix. L'attrait de Barry White est unique à l'époque. Il n'est pas considéré comme un bel homme au sens classique. Il a une carrure imposante et ses mouvements sur scène peuvent sembler rigides. Mais sa voix est magnétique. Elle dégage une intimité sensuelle qui transcende le physique, une qualité qui fera de lui un sex symbol inattendu. Sa musique mélange funk, disco, sophistication Motown, ampleur orchestrale du Philly Sound et énergie brute de Stax. Au milieu des années 1970, il est incontournable sur les pistes de danse et les radios nocturnes, aux côtés de Donna Summer, Marvin Gaye, Al Green et Isaac Hayes, dans une vague musicale sensuelle. Pourtant, la popularité commerciale ne s'accompagne pas de reconnaissance critique. Les Grammy Awards l'ignorent à plusieurs reprises. En 1974, lorsque Bette Midler remporte le prix de la révélation de l'année à sa place, il critique publiquement l'Académie. Ce fut le début de décennies de relations tendues. White ne gagnera un Grammy qu'en 2000. Puis arrive le contre-coup contre le disco. Le slogan « Disco Sucks » devient un cri de ralliement et la soul luxuriante et érotique de Barry en subit les effets. Ce qui était célébré la veille est soudain jugé dépassé ou kitsch. Au début des années 1980, son élan commercial s'essouffle. Il quitte CBS, frustré par ce qu'il considère comme une promotion insuffisante, et sort pendant plusieurs années des albums qui passent inaperçus. Son retour commence à la fin des années 1980 et au début des années 1990 par des voix inattendues. Des collaborations avec Quincy Jones, Tina Turner et d'autres le présentent à un nouveau public. La télévision joue un rôle crucial. Sa participation à The Simpsons et sa présence récurrente dans Ally McBeal commencent comme des clins d'œil ironiques à la pop culture, mais se transforment vite en véritable renaissance. Les compilations de ses succès des années 1970 se vendent par milliers. Barry sait jouer avec son image. Sur Late Night with David Letterman, il interprète le top 10 des mots qui sonnent romantiques lorsqu'ils sont prononcés par Barry White, prouvant que n'importe quoi, aussi banal soit-il, prend une tournure sensuelle filtrée par sa voix. C'est à la fois une plaisanterie et une vérité. Sa carrière a débuté à une époque de discrimination raciale ouverte. Il se produit dans des clubs où il ne peut pas manger, entre par des portes arrière et subit l'humiliation de la ségrégation. Le producteur Kenny Gamble se souviendra plus tard des indignités endurées par Barry sur la route dans les années 1960. Mais ces expériences renforcent sa détermination et ajoutent un poids émotionnel à son travail. Lorsqu'il est intronisé au Dance Music Hall of Fame en 2004, le répertoire de Barry est devenu intemporel. Des titres comme Never, Never Gonna Give You Up, Can't Get Enough of Your Love, Babe, You're the First, The Last, My Everything et Let the Music Play ne sont pas seulement des chansons. Ce sont des repères culturels. Sa vie personnelle s'entremêle à sa musique. Avec Gloden James, membre de Love Unlimited et qui devient sa deuxième épouse, il partage à la fois romance et collaboration artistique. Un soir, après une dispute avec Glodian, Barry entre dans la cuisine et écrit « Can't Get Enough of Your Love, Babe ». La chanson devient l'un de ses plus grands succès. « J'ai touché 37 000 $, se souvient-il. Je suis allé en studio et j'ai enregistré seulement 5 titres, 2 d'un côté, 3 de l'autre. Un rappel de l'ère des albums où les disques étaient pensés en 2 moitiés équilibrées. En 1977, Barry part en tournée internationale, incluant un concert au Luna Park de Buenos Aires, accompagné de musiciens du Teatro Colón. Mais au milieu des années 1980, le déclin du disco et l'évolution des goûts musicaux le font paraître démodé. Il insiste pourtant sur le fait qu'il ne s'est jamais retiré,
même durant les périodes calmes. La carrière de Barry est un cycle de hauts et de bas, rejet initial, tube marquant, mépris des critiques, effondrement commercial, puis retour improbable. À travers tout cela, il garde la conviction que la musique peut être une force de lien, d'intimité et même de guérison. « Je vois un monde de beauté et de perfection », disait-il, et j'essaie, à travers ma musique, de partager ce que je vois. Je veux aider à rendre cette planète meilleure, à s'aimer les uns les autres et à procréer. 150 cigarettes par jour, des reins défaillants et un adieu silencieux. À la fin des années 1990, la carrière de Barry White connaît un retour triomphal. Son album Staying Power, sorti en 1999, lui vaut 2 Grammy Awards l'année suivante, une reconnaissance tardive d'une industrie qui l'avait si souvent ignorée. Mais derrière l'éclat de ses victoires professionnelles, sa santé s'effondre. Des années d'excès, fumer jusqu'à 150 cigarettes par jour, lutter en permanence contre une obésité qu'il a parfois vu dépasser les 170 kilos et un régime alimentaire fait d'excès, avaient laissé des traces profondes. Lors de ses dernières apparitions publiques, la présence scénique autrefois imposante semblait amoindrie. Ses mouvements étaient lents, sa posture rigide, et l'énergie qui avait autrefois rempli les salles de concert paraissait s'être évaporée. Le géant sensuel dont la voix avait séduit le monde luttait désormais pour respirer. Ses reins commencèrent à faiblir, conséquence d'une hypertension de longue date, et à la fin de 2002, il fut hospitalisé. La dialyse devint une routine implacable, le maintenant en vie en attendant une greffe que les médecins craignaient de ne jamais voir arriver. Puis, en mai 2003, son état s'aggrava brutalement. Un caillot sanguin provoqua un grave accident vasculaire cérébral, paralysant le côté droit de son corps et altérant sa parole. Ce fut le coup final porté à sa carrière de chanteur, le forçant à une retraite totale. Dans les semaines suivantes, il subit de multiples crises, son corps s'affaiblissant plus vite que quiconque ne l'avait imaginé. Amis et proches se souviennent que, même durant ces derniers mois, Barry essayait de conserver son sens de l'humour, parlant de musique, d'amour et de la joie que ses chansons avaient apporté aux gens. Mais en privé, le déclin était déchirant. Celui qu'on surnommait le Walrus of Love, dont la voix avait été un symbole de vitalité et de séduction, était désormais cloué dans un lit d'hôpital, dépendant des machines, son profond baryton réduit à des murmures. Le 4 juillet 2003, jour de la fête de l'indépendance aux États-Unis, Barry White meurt au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles des suites d'une insuffisance rénale. Il n'avait que 58 ans. La nouvelle secoua le monde de la musique. Même si ses problèmes de santé étaient connus, la brutalité de sa disparition surprit. Conformément à ses vœux, il n'y eut ni tombe, ni pierre tombale pour que les fans puissent s'y recueillir. Ses cendres furent dispersées dans l'océan Pacifique par son grand amour, Glowden White, lors d'une cérémonie privée en présence de proches, dont Michael Jackson. Un adieu aussi discret que sa voix avait été puissante, un lâcher-prise silencieux dans l'immensité de la mer. Une fortune de 20 millions de dollars qui déchira sa famille. L'image publique de Barry White baignait dans le romantisme, cette voix grave et mielleuse, ces arrangements orchestraux somptueux, cette inépuisable succession de ballades d'amour. Mais derrière cette aura de séduction se cachait une vie personnelle marquée par les turbulences, les chagrins et des conflits juridiques amers qui lui ont survécu. Son premier amour arrive tôt. Adolescent à Los Angeles, Barry tombe amoureux de Mary, son amie d'enfance. À 16 ans à peine, le couple a déjà 2 enfants. À 19 ans, il se marie et dans les années qui suivent, accueille 2 autres enfants. Mais la pression d'une carrière musicale naissante, combinée aux contraintes de la vie familiale, devient trop lourde. En 1969, à seulement 25 ans,
Barry et Mary se séparent, puis divorcent. Au début des années 1970, la carrière de producteur de Barry le met en contact avec le trio féminin Love Unlimited, dont le succès bouleversera aussi sa vie privée. L'une de ses membres, la glamour et incisive Gloden James, séduit Barry par son style, sa voix et sa confiance en elle. Alors que son mariage avec Mary touche à sa fin, lui et Gloden se rapprochent. Ils se marient en 1974, ont 4 enfants ensemble et sortent même un album en duo, Barry and Gloden, en 1981. Mais ce couple de contes de fées n'est jamais aussi parfait qu'il n'y paraît. Gloden découvre finalement que l'affection de Barry n'est pas exclusive. L'infidélité pèse sur leur relation et, en 1988, ils se séparent sans jamais divorcer légalement. Ce détail, anodin à l'époque, allait plus tard décider du sort de la fortune de Barry White. À sa mort, on estime sa succession à environ 20 millions de dollars. N'ayant jamais modifié son testament, Gloden, toujours légalement son épouse, devient l'exécutrice et l'héritière légitime. Presque immédiatement, une tempête de procès éclate. Sa compagne de longue date au moment de son décès, Catherine Denton, affirme qu'il lui avait promis de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de leur fille en bas âge. Mais des tests ADN révèlent que l'enfant n'est pas le sien, privant Denton de toute revendication légale. Il y a aussi Denise Donnell, née en 1962 d'une liaison adolescente de Barry avec Gurta Allen. Elle ne découvre que Barry est son père qu'en 1988. Après quoi il l'accueille dans la famille et l'aide à changer son nom de famille en White. Mais en 2016, plus d'une décennie après la mort de Barry, Denise poursuit Gloden en justice, affirmant avoir été privée de soutien financier et exclue des réunions familiales. Son nom n'apparaissant pas dans le testament, sa plainte est rejetée. La bataille judiciaire la plus amère vient du premier cercle familial de Barry. En 2017, son fils Daryl White, issu de son mariage avec Mary, attaque Gloden et la succession, affirmant qu'il se retrouve presque ruiné et sans domicile. Daryl soutient avoir fait confiance à la promesse de Gloden de lui verser sa part s'il renonçait à toute action après la mort de Barry, pour finalement être totalement écarté. Il affirme aussi qu'elle lui a refusé l'accès au testament de son père. En dehors des tribunaux, la vie personnelle de Barry dans ces dernières années est tout aussi compliquée. Sa relation avec Catherine Denton aurait provoqué de profonds conflits avec certains de ses enfants. Alors que sa santé se détériore en raison d'une insuffisance rénale et d'une hypertension, ces tensions s'aggravent. Après son AVC, largement alité, Barry aurait été empêché de voir certains membres de sa famille. Barry White, l'homme dont les chansons avaient accompagné tant d'histoires d'amour, laisse derrière lui une famille déchirée par les disputes sur l'argent, la loyauté et l'héritage. Il a eu au moins 9 enfants, mais tous n'ont pas été reconnus ou pris en charge de manière égale dans ses dernières volontés. Son nom, synonyme de passion et d'unité en musique, reste lié, après sa mort, à des batailles juridiques et à des accusations de trahison. L'ironie est implacable. Un homme qui avait bâti sa fortune en chantant l'union et l'amour s'en est allé en laissant la division. Son héritage légal fut aussi complexe que sa vie sentimentale. 2 mariages, aucun n'ayant connu de fin claire, des enfants issus de plusieurs relations et des promesses jamais inscrites dans des documents officiels. En fin de compte, la voix qui avait uni des amoureux à travers le monde devient le centre d'une querelle familiale qui continue de jeter une ombre sur sa mémoire. Barry White avait une voix capable de faire fondre le cœur le plus froid, mais, au bout du compte, elle n'a pas pu le sauver de la douleur, de la maladie et des conflits familiaux qui ont marqué ces dernières années. Il laisse derrière lui une musique intemporelle et un héritage assombri par les disputes, les promesses non tenues et une famille divisée par sa fortune. Pourtant, quand ses chansons résonnent, le drame s'efface et il ne reste que la chaleur, le romantisme et la passion qu'il mettait dans chaque note.
Te souviens-tu de la première fois où tu as entendu la voix de Barry White? Laquelle de ses chansons te donne encore des frissons? Si cette histoire t'a ému, partage-la avec quelqu'un qui aime sa musique autant que toi.